Tous, nous sommes sur la chaîne podcast GloryDev, entreprise dans le numérique, et aujourd'hui nous recevons Mathieu Marty qui va nous parler de son domaine d'activité et de son entreprise. Bonjour, Mathieu Marty, donc gérant de l'entreprise Tepsa. Donc merci de m'inviter sur ce podcast. Tepsa, c'est exactement donc c'est de la permanence téléphonique, c'est du secrétariat externalisé donc pour les entreprises. Mais aussi, donc dernièrement, nous faisons tout ce qui est RGPD grâce donc à la notification que nous avons eue grâce à la CNIL en termes de DPO. Mathieu, qu'est-ce que le RGPD en fait? Alors, le RGPD, c'est quand même quelque chose d'assez large. Dans un premier temps, donc le RGPD, c'est le règlement général de la protection des données. C'est quelque chose c'est une question de loi européenne, étant donné qu'elle a été mise en place depuis le 25 mai 2018, afin d'unifier le cadre juridique de la protection des données en Europe. Le but, en fait, c'est de proposer et surtout de demander aux entreprises, aux associations, aux collectivités et autres, de pouvoir collecter des données personnelles tout en les sécurisant. Voilà, donc ça peut faire valoir notamment auprès des entreprises elles-mêmes traitantes de ces données personnelles, mais aussi pour les sous-traitants, qui peuvent être aussi un problème pour eux, parce qu'il va falloir qu'ils se mettent à jour, notamment sur les registres, etc., des bases de données. Voilà. Mathieu, peut-être que nos auditeurs se posent la question, qu'est-ce qu'un DPO en fait? Alors, le DPO, donc, c'est le délégué de protection des données. Très exactement, donc c'est celui qui répond aux exigences de la RGPD. C'est un peu le pilote, si vous souhaitez, dans tout ce qui est la politique RGPD au sein de l'entreprise. D'accord ? Donc il peut être donné essentiellement à un délégué, donc à un salarié directement de l'entreprise, qui sera donc à même d'être le pilote. Pour cela, donc il va devoir quand même passer un certain nombre de tests. Notamment donc du coup une première semaine de tout ce qui est présentation et autres auprès donc d'organismes comme la PAV, etc. Donc première étape c'est celle-ci, puis après la deuxième étape c'est d'obtenir le diplôme, ce fameux diplôme qui contient pratiquement entre 200 et 300 questions. C'est énormément, un tiers c'est de la théorie. Et puis après, 2 tiers, c'est de la pratique, où on va vous poser des cas pratiques, c'est-à-dire oui ou non, est-ce qu'on a besoin de faire du RGPD ou pas dessus. Voilà. Le DPO, en fait, les missions qu'il a à mettre en place au sein de l'entreprise, donc sont diverses. Je vais quand même vous en reporteriez que 3 pour le moment, et puis après, bon, ça peut se déclencher, tout est quand même assez subjectif et suivant aussi l'entreprise que l'on a en face. D'accord ? Donc la première, c'est déjà de mettre à disposition un outil de gestion, d'accord, de ce registre, notamment grâce avec des logiciels SaaS si vous préférez. Donc en fait, c'est avoir des logiciels non pas intégrés directement à l'ordinateur, mais via un serveur à distance pour pouvoir tout gérer sur un même point, d'accord, et pouvoir donc tout centraliser, d'accord. Dans un deuxième temps aussi, il est là pour sensibiliser ses collaborateurs. Il est là pour analyser et aussi suivre les points, tout ce qui est analyse d'impact, pour tout ce qui est données assez risquées. Voilà. Donc ça, on en reviendra aussi un peu par la suite, suivant notamment les obligations des entrepreneurs et des entreprises surtout. Et puis après aussi, il est là pour gérer les relations entre la CNIL. Il est là aussi pour tout ce qui est veille juridique. Donc être au courant un petit peu des nouvelles lois, parce que bon, c'est très bien que les lois toutes les 6 mois ou tous les mois, voire tous les jours, ça change. Et puis après, donc, il faut pouvoir faire aussi chaque année faire un bilan d'activité, savoir où on en est auprès donc de l'employeur. Voilà. Donc après le DPO, sachez que le DPO peut être donc en interne, comme je vous expliquais au début directement, mais il peut être aussi externalisé. Donc vous pouvez prendre un DPO directement externalisé si vous n'avez pas assez d'employés ou salariés qui ne souhaitent pas donc devenir DPO, vous pouvez toujours l'externaliser de votre part. D'accord, auprès de boîtes externes. Du coup, Mathieu, j'imagine qu'il y a des obligations pour une entreprise. Ah, ça c'est certain.
C'est certain, certain. Alors que ça soit pour les entreprises, comme pour les sous-traitants, hein, comme j'expliquais juste en amont, entreprises, sous-traitants, collectivités, associations aussi. Hein, il faut que tout le monde se mette à la page. En fait, il y a plusieurs obligations. On va surtout se maintenir sur une obligation de sécurité, de confidentialité, d'accord. Donc, il va falloir mettre en œuvre des mesures de sécurité sur le système informatique, donc avec des pare-feux et autres, notamment que tout ce qui soit donc sur votre logiciel SaaS, que ça soit opérationnel et que ça soit donc double mot-clé. Enfin voilà, il faut que ça soit au top et qu'il n'y ait plus de problème là-dessus. Il faut mettre en place aussi des mesures de respect sur la protection des données personnelles dès la conception en fait du produit et service. Donc en fait, une entreprise, quand elle va créer un produit ou un service, il faut déjà qu'elle imagine dans son cursus de création, il faut déjà qu'elle imagine quelle base de données je vais avoir besoin, enfin, quelles données essentielles personnelles de chaque client je vais avoir besoin. Il y en a certaines que vous n'aurez pas forcément besoin, savoir le sexe, on s'en fiche complètement peut-être. Ça, il va falloir vraiment le mettre en place en amont pour vraiment être plus fluide après par la suite. Ce sera beaucoup plus facile pour vous après par la suite. Et après aussi, donc, dans l'obligation de sécurité et de confidentialité, il faut avoir une durée raisonnable, d'accord, de la conservation de vos bases de données. Sachez on ne peut pas garder les bases de données ad vitam aeternam. Grosso modo, il faut se dire 3 ans, 4 ans. Ça suffit largement. Sachez qu'il y a des personnes qui le font, il y a des super entreprises, notamment locales. Je pensais à Paperclean, qui est basée à Saint-Estève ou autre, qui récupèrent donc tout ce qui est disque dur et autres. Ils le prennent, ils peuvent directement le concasser en milliers morceaux. Et du coup, ça vous fait donc vous êtes à jour au niveau de tout ce qui est base de données. Voilà. Après, autre chose, il y a quand même une obligation aussi d'information pour l'entreprise auprès de ses clients ou prospects. Donc l'entreprise doit donc informer les personnes sur l'identité du responsable des bases de données, de ce TPO. Il faut qu'il donne aussi la finalité pour laquelle il va récupérer vos bases de données. Ça, il faut le mettre en place. Ça, c'est dans tout ce qui est CGV, notamment dans les sites internet. Vous avez les CGV, il faut les mettre en place, il faut les mettre dans les mentions légales. Il faut donc du coup après une obligation, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour rectifier, qu'est-ce que le client peut faire pour rectifier ces bases de données, comment on peut faire pour s'opposer à cette base de données aussi auprès du client. Donc ça, il faut le mettre tout en place, hein, c'est une mention légale obligatoire. Au-delà de ça, il y a aussi expliquer aux prospects clients qu'on va recueillir donc cette base de données, d'accord ? Et il faut les informer du droit d'accès que l'on va récupérer sur cette base de données. Qu'est-ce qu'on va faire de cette base de données ? Il va falloir leur expliquer. Alors à l'époque, il y a eu en fait, des gros scandales. Hein, le RGPD, il ne faut pas croire, mais le RGPD, il sort de gros scandales qui étaient des grandes chaînes, pour ne pas les citer, mais il y a la Poste, il y a la Redoute, etc., qui vendaient des bases de données par dizaines de milliers, voire par millions, à des entreprises pour pouvoir donc aller les prospecter, pour pouvoir après, et tout ça à leur insu. Au-delà de ça aussi, il faut donc après ces obligations, il ne faut pas oublier que l'entreprise doit quand même analyser ses impacts, hein, bien sûr, toujours pareil, dans les risques élevés d'analyse de certaines bases de données, donc ça il faut le mettre à jour, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et sachez, il faut savoir quand même pour les obligations que pour les entreprises de moins de 250 salariés, d'accord, donc on va dire 90%, 95% des entreprises françaises. Donc, elles ont quand même une obligation peut-être un peu plus faible, on va dire, voilà, c'est le mot un peu moindre. Elles ont tout simplement, il faut qu'elles mettent quand même en place un registre unique. Il faut qu'elles le transmettent à la CNIL. Pour cela, c'est obligatoire, il faut le savoir. Et il faut donc, du coup, il faut quand même réactualiser cette base de données tout le temps. Donc, ce registre, il faut le réactualiser pratiquement tous les mois, tous les 2 mois. D'accord. Donc, sachez que pour les petites entreprises, comme je vous ai expliqué en amont, il y a des DPO externalisés qui peuvent le faire directement pour vous. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Du coup, Mathieu, quelle est la démarche? Quelles sont les grandes étapes du RGPD? Alors, les grandes étapes du RGPD à mettre en place, notamment dans l'entreprise, sont au nombre de 6. Enfin, on les a regroupées par 6, sur 6 grandes étapes. Donc, la première, déjà, c'est de désigner son pilote, son DPO.
Hein, donc, soit on le fait comme je vous avais parlé juste avant, c'est soit on l'externalise, soit sinon on peut le mettre directement en place via un salarié ou un collaborateur plutôt. De là donc ce DPO est désigné, celui-ci va devoir cartographier un petit peu, donc recenser tous les traitements des données personnelles qui en sont collectées au sein de l'entreprise. D'accord ? Donc il va devoir élaborer une sorte de registre, c'est pas une sorte mais un registre plutôt, un registre unique des traitements, afin de faire donc le bon et le mauvais en fait, c'est savoir qui utilise cette base de données, pourquoi elle l'utilise, la finalité, enfin voilà, c'est vraiment cartographier secteur par secteur, activité par activité, collaborateur par collaborateur, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cartographie, voilà, au maximum. Après, il y a la troisième étape qui est quand même de prioriser l'action. Donc, comme je vous ai expliqué, donc la deuxième étape c'est de cartographier. En cartographie, on essaie de voir un petit peu où sortent les bases de données, qui les utilise, et donc du coup après il faut les prioriser. Il y a certaines bases de données qui vont rentrer dans votre entreprise qui ne seront peut-être pas critiques, du moins. Voilà, hein, on pourrait parler plutôt de critiques. Donc du coup on va prioriser toutes les analyses, toutes ces bases critiques. On va commencer à faire vraiment une analyse totale de celle-ci. Ensuite, donc après prioriser donc la base de données, on va donc gérer les risques. Donc c'est en fait ça découle, hein. C'est on priorise, on gère. Quand on gère le risque, on est juste là on est là surtout pour faire pour analyser cette base de données de risque. Donc faire une analyse d'impact relatif qu'on appelle, donc c'est un PIA si vous préférez, afin de pouvoir donc l'apporter, l'améliorer, trouver des solutions pour donc sécuriser cette base de données critique. D'accord ? Et après, donc par la suite, on peut gérer d'autres bases de données, mais il faut déjà se focaliser sur la base de données la plus essentielle et surtout la plus critique. D'accord ? En sachant que, bon, j'en reviens quand même sur les bases de données, mais la base de données, ça peut être plusieurs choses. Il peut y avoir le nom de famille, il peut y avoir les prénoms, il peut y avoir l'adresse IP de l'entreprise, de la personne qui se connecte, parce qu'il a besoin d'un accès client, donc bon, l'adresse IP. Il peut y avoir la carte bancaire, il peut y avoir plein de choses, hein, le sexe, et autres. Et puis après, donc du coup, quand on a géré tous ces risques, il faut les organiser. Donc il faut les mettre en place avec une procédure interne. Qu'est-ce qu'on va faire si un jour on a un crash, que le serveur ne fonctionne plus? Quels sont les processus pour pouvoir essayer d'éviter que les bases de données partent dans la nature et que des hackers arrivent et qu'ils nous prennent. Voilà. Vous avez eu un petit peu dernièrement, localement, je vais vous en parler, mais surtout Medipol, qui a eu un petit problème en début d'année, où les hackers sont venus, ils ont récupéré toutes les bases de données. Bon, Medipol quand même, qui était un gros centre médical quand même dans le département. Bon, voilà, il faut se dire quand même que ça peut toucher tout le monde et notamment les groupes en ce moment. Et puis après, donc du coup, après l'organisation de toutes ces bases de données, trouver ces processus pour donc éviter toute perte de données dans la nature, il faut se documenter. Pourquoi se documenter? Ça, c'est la 6e étape. Pourquoi? Parce que du coup, il faut constituer donc le registre qui a été déjà élaboré en amont, mais aussi il faut l'actualiser tous les jours, tout le temps. Dès qu'il y a une base de données qui rentre, vous avez un nouveau prospect, un nouveau client, vous avez une personne qui demande à avoir juste une question sur votre contact, vous savez, sur les sites internet, etc. Contact. Et bien, tout ça, il faut le noter, il faut mettre un registre. Qui c'est qui a le droit d'utiliser cette base de données dans votre entreprise? Qu'est-ce qu'on a collecté? Pourquoi? Ben voilà. C'est quand même un gros chantier, je vous l'avoue. Le début est toujours un peu compliqué, hein, c'est comme de l'administratif, c'est pareil, comme quand on fait de la comptabilité et autres. Dès qu'on prend quelque chose au début, là, c'est un peu plus lourd, mais après par la suite, ça découle tout seul et il faut le faire tout le temps. C'est un processus à mettre en place, d'où il faut sensibiliser ses collaborateurs pour pouvoir après que chacun le fasse directement. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect au RGPD? Alors, les sanctions, comme tout problème administratif, on va déjà vous envoyer un avertissement
concernant votre base de données, qu'il y a eu il y a un léger défaut, donc c'est à vous de le rétablir sous 30 jours. S'il n'y a toujours rien fait de votre côté, vous n'avez rien effectué, vous avez donc le droit à une mise en demeure. Et à partir de ce moment-là, donc il y a un processus qui se met en place et vous risquez donc d'obtenir une amende. L'amende qui est plus ou moins salée. Sachez qu'elle peut aller de 10 € jusqu'à 20 millions d'euros. Bon, 20 millions d'euros, voilà, il faut quand même y aller, il faut faire du chiffre d'affaires en tout cas. Parce que pourquoi du chiffre d'affaires? Parce que la CNIL se base, donc l'amende se base du moins de la CNIL, se base sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc elle se base, donc c'est sur entre 2 et 4% qui peuvent vous prélever sur le chiffre d'affaires de l'année dernière. Sachez que pour tout ce qui est multinational, eux, ils vont se baser sur le chiffre d'affaires le plus élevé obtenu dans un des pays dans le monde. Donc, par exemple, on peut prendre des gros comme LVMH, etc. Si leur chiffre d'affaires est très élevé, et le plus élevé des chiffres d'affaires est aux États-Unis, ils se baseront là-dessus et prendront 2 à 4% là-dessus. Voilà, donc il y a une sacrée amende, il faut faire super attention. C'est surtout que ça arrive du jour au lendemain. Et sans vous en apercevoir, vous pouvez avoir une belle amende derrière. Mathieu, doit-on prévenir la CNIL à la création d'un site aujourd'hui? Alors, au vu donc de ce qu'ils disent et de tout ce qui est registre juridique, non, ce n'est pas une obligation de prévenir la CNIL que nous créons un site internet. Toutefois, il faut quand même réaliser ce registre unique. Toute entreprise est obligée de le faire, d'accord? Moi, je parle notamment pour toi. Donc, du coup, avec ton entreprise GloryDev, si tu crées donc un site internet pour n'importe quel entrepreneur ou futur entrepreneur, je t'invite donc à leur dire de faire déjà un registre unique, que ce soit un registre unique qui soit vierge, mais qu'il va falloir le remplir. Et à partir de ce moment-là, il faudra le transmettre à la CNIL par la suite. D'accord? Donc, en fait, il faut qu'on puisse montrer, la CNIL, en fait, demande que l'on puisse montrer que l'on collecte des données personnelles en respectant bien les règles. D'accord? Donc, il faut toujours ne pas oublier d'informer les conditions de traitement des données. D'accord? Vous voyez, quand il y a le contact, souvent, quand vous êtes sur la page contact, en bas il y a écrit, vous avez donc RGPD, vous êtes donc veuillez cocher si vous êtes OK avec nos avis, etc. Ça, il faut le mettre. C'est une obligation. On informe. Qui le lisent, qui le lisent pas, ça après, ce n'est plus de votre problème. Après, donc, il faut prévoir des mesures de sécurité quand même. Donc, ça, c'est le GloryDev qui va s'en occuper, mais il faut en tout cas qui donne des solutions aux clients de sécuriser. D'accord? Donc vous avez un serveur, notamment pour les développeurs web, etc. Vous avez un serveur. Il faut absolument être au niveau de la sécurité au top là-dessus. Et puis après, donc du coup, j'en reviens sur l'histoire du registre. Donc ça, c'est pour le développeur web, mais aussi pour le client du développeur web, qui donc lui doit forcément créer ce registre unique de cette base de données. C'est une obligation à avoir au sein de son entreprise, d'accord? C'est comme pour tout ce qui est planning, etc. C'est obligatoire, la convention, voilà, c'est obligatoire d'avoir dans l'entreprise. Ça, c'est pareil. Vous l'avez. Si vous êtes un très bon élève, vous pouvez directement même l'envoyer à la CNIL. Au moins, vous ne montrez déjà patte blanche. C'est une obligation, d'accord? Et puis après, donc par la suite, il faut surtout par rapport à cette base de données, j'en reviens encore sur tout ce qui est analyse de risque, il faut vraiment voir ça avec le développeur web. Et si le développeur web ne peut pas forcément, n'est pas spécialisé là-dedans, se rapprocher d'un externe ou peut-être d'un avocat ou autre, d'un juriste, de vraiment savoir si c'est un facteur risque de prendre cette base de données ou pas, de collecter cette petite donnée, est-ce que c'est un facteur risque ou pas. Voilà, donc ça, il faut vraiment bien s'entourer. Mais sinon, non, il n'est pas une obligation, bien sûr, de faire tout ce qui est pour la création d'un site, de délibérer à la CNIL. Comme vous avez compris, en fait, le juridique, le RGPD, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Aujourd'hui, c'est très important de respecter les règles, car ce serait dommage d'être sanctionné pour des choses qui
finalement qui nous prendrait peut-être 1 heure de notre temps. Oui, exactement. Bon alors, comme je le disais au début, ça va prendre un peu de temps au début. Le premier mois va être un peu plus long, mais après par la suite, il faut sensibiliser ses collaborateurs. Et après par la suite, donc directement, ça fera de la sauvegarde automatique avec de la sécurité et autres. Sachez que derrière, vous pouvez toujours, comme on en revient encore, hein, mais ce DPO, si vous l'externalisez ou pas, faites-vous bien. Il faut être vraiment bien entouré. Et il est là, le DPO, pour normalement vous dire et vous apporter surtout des solutions. C'est ça, vous savez qu'il est là, il va vous faire un audit, il va vous dire, bon, ben là, il y a tel problème, maintenant, on va faire et on va créer et on va trouver des solutions. Voilà, il est là pour ça. Et il est là pour vous accompagner dans tout ça. Du coup, voilà, je vous remercie d'avoir suivi la chaîne podcast Glory Dev et très prochainement, nous reviendrons avec un sujet aussi captivant. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir.